Bonjour. Nous allons en fait présenter aujourd'hui quelques aspects des phénomènes d'induction. J'ai choisi pour cela de découper les phénomènes en deux chapitres. Un premier chapitre que j'ai intitulé Induction de Neumann et un second chapitre que j'ai appelé Induction de Lorentz. Bien entendu, il y aura de forts liens entre ces deux chapitres. Nous allons le voir. Tout d'abord, je commencerai aussi par dire que vous pourrez m'excuser pour la piètre qualité du son. Je ne suis définitivement pas un YouTuber. Maintenant, commençons sérieusement. Page 1. Nous allons présenter le phénomène d'induction en commençant par une petite expérience. On soumet un circuit électrique, qui est une spire, à un champ magnétique variable dans le temps. On va voir que celui-ci est le siège d'un phénomène d'induction. Figure 1. La spire est fixe. Elle n'est soumise au départ à aucun courant, à aucune tension. On met au voisinage de cette spire un aimant. Cet aimant, on va le déplacer. On va soit l'approcher, soit l'éloigner. On constate, si on se rappelle la structure du champ magnétique créé par un aimant, que si on déplace cet aimant, figure de gauche, eh bien, le champ magnétique créé par cet aimant est orienté au sein de la spire plutôt vers le haut, et que dans ce cas-là, si on déplace l'aimant, comme le champ magnétique créé par cet aimant dépend de la distance, en déplaçant cet aimant et en l'éloignant, tout se passe comme si le champ magnétique de l'aimant, au sein de la spire, diminuait au cours du temps. On constate alors qu'il apparaît un champ magnétique induit qui va compenser cette baisse. Si l'on prend la figure de droite, c'est la situation opposée. Si on rapproche l'aimant, tout se passe comme si la spire fixe était sous l'effet d'un champ magnétique de plus en plus intense, auquel cas, pour compenser cette augmentation du champ magnétique de l'aimant, eh bien la spire va être le siège d'un courant induit et par ce fait, il y aura l'apparition d'un champ magnétique induit qui va s'opposer eh bien, à l'évolution du champ magnétique de l'aimant. Pour illustrer cela, nous allons retenir une règle qui est très importante. Donc, le phénomène d'induction magnétique produit des effets qui tendent à s'opposer aux causes qui leur ont donné naissance. C'est ce qu'on appelle la loi de Lenz. Retenez bien cette idée puisqu'elle va servir d'analyse qualitative pour tous ces chapitres concernant l'induction. Remarque pour l'oral très importante. L'interprétation qualitative du phénomène d'induction par la loi de Lenz est très appréciée par les examinateurs. On attend de vous le raisonnement suivant. On étudie, ici dans le cadre de l'induction de Neumann, l'effet d'un champ magnétique variable dans le temps sur un conducteur métallique. On constate alors que le champ créé par un aimant décroît grosso modo avec la distance. Si l'on approche la spire, cette dernière subira un champ extérieur qui va augmenter. Ça, c'est la cause. Pour s'opposer à cette augmentation, il se créera au sein de la spire ce qu'on va appeler dans quelques instants une force électromotrice, donc une tension, puis un courant induit, I induit. Ce courant induit est finalement à l'origine d'un champ magnétique induit, donc B induit, qui va être la conséquence, qui va globalement s'opposer à la variation du champ magnétique initial, donc qui était le champ magnétique de l'aimant. Vous voyez bien que la conséquence s'est opposée à la cause qui lui a donné naissance. Retenez bien cette idée, c'est ce qui va être le fil directeur. Poursuivons. Dans le cas de la situation, je me répète, mais dans le cas de la situation précédente, il y avait eu une variation du champ magnétique, ce qui s'appliquait à un circuit fixe. On va distinguer dans ce chapitre-là cette situation-là, qui est l'étude
d'un circuit fixe dans un champ magnétique variable dans le temps. C'est ce qu'on va appeler l'induction de Neumann. Et dans le chapitre suivant, nous étudierons une autre situation, qui est l'étude d'un circuit en mouvement, d'un circuit mobile, dans un champ magnétique constant dans le temps. C'est ce que nous appellerons l'induction de Lorentz. Cette distinction, on peut la faire et on peut l'illustrer dans le cadre de la figure 2. Je vous laisse la consulter en mettant pause peut-être dans cette vidéo. Vous constaterez simplement qu'il se passe exactement la même chose si cette fois-ci l'aimant était fixe et que c'était la spire qui était en mouvement. Dans ce cas-là, l'aimant fixe crée dans son référentiel un champ magnétique qui est certes non uniforme mais constant dans le temps. Par contre, le déplacement de la spire fait qu'elle ressent un champ qui varie avec son mouvement et donc avec le temps. Il se produit exactement le même phénomène. Remarque anecdotique, cette distinction entre les deux phénomènes d'induction est assez artificielle, car elle est liée au choix du référentiel. Elle va par contre être très utile pour les exercices. Le résultat est bien entendu le même dans les deux cas, ce qui est normal puisque les équations de Maxwell sont compatibles avec les lois du changement de référentiel. Je vous rappelle que les équations de Maxwell sont les 4 équations qui régissent l'électromagnétisme. Poursuivons l'étude avec la notion d'inductance propre. Considérons la figure 3. Nous avons un contour fermé, C, qui est orienté, vous le voyez, qui délimite une surface, sigma, qui est une surface ouverte ici. Pour cette surface, on est capable depuis très longtemps de calculer un vecteur surface élémentaire. Donc, autour d'un point P, je construis le vecteur surface élémentaire dont la norme est l'aire de la petite surface et qui est toujours orienté orthogonalement, normalement, à la surface correspondante. Et je suppose qu'il règne dans l'espace un champ magnétique B. On va construire, de la même manière que pour le champ électrique, la notion de flux, et on va dire que le flux du champ magnétique à travers la surface sigma, délimitée par le contour C, est défini par phi égale intégrale double sur l'ensemble des points P appartenant à la surface sigma de B scalaire delta S. Dans ce chapitre, je vous conseille très fortement de respecter les conventions d'orientation des contours et des surfaces. Vous noterez que dans la figure 3, le vecteur surface est totalement à un sens qui est lié à l'orientation du contour par la règle de la main droite. Respectez fortement cette convention, ce sera quelque chose qui sera attendu de vous aux oraux. Remarque anecdotique, le flux magnétique est une grandeur qui n'a pas de signification physique, qui par contre s'exprime en Tesla fois des mètres au carré, et il se trouve qu'on lui donne une unité qui s'appelle le Weber. Ce n'est pas très important, mais c'est juste à titre culturel. Dans toute la suite, pour illustrer le phénomène d'induction et pour le quantifier, nous allons construire une loi qui s'appelle la loi de Faraday. Cette loi de Faraday dit que si l'on construit un flux magnétique à travers un circuit électrique et que l'on calcule l'opposé de sa dérivée au cours du temps, eh bien, ça correspond à la force électromotrice, c'est-à-dire la tension qui se crée au sein de ces circuits. Disons-le autrement, la variation temporelle du flux magnétique qui traverse le circuit de la figure 3 est à l'origine de la création d'une force électromotrice, c'est-à-dire d'une tension, au sein du circuit. Et on retiendra que E égale moins dφ sur dt. J'insiste tout de suite sur un point, c'est que vous aurez tous noté la présence du signe moins. Il est fondamental. C'est à cause de lui que la loi de Lenz affirme que les conséquences s'opposent aux causes qui lui ont donné naissance. La démonstration est hors programme.
Continuons. Revenons sur un exemple très simple. L'exemple très simple que je vous propose d'étudier est l'exemple de la figure 4. La figure 4 est ici. Je prends un circuit fermé, donc une petite spire métallique, qui au départ n'est traversée par aucun courant. Cette spire va être soumise à un champ magnétique B que je vous propose dans un cas très simple de considérer comme étant uniforme, c'est-à-dire le même sur toute la surface de la spire, et orthogonal, c'est-à-dire que la spire appartient au plan X ou Y et B est porté par UZ. Allons un peu plus loin. On considère donc une spire conductrice. Cette spire présente une résistance électrique grand R. Elle a une surface totale qui vaut S dans le plan X ou Y. Et on soumet cette spire à un champ magnétique B qui est une fonction du temps portée par UZ. Ce champ magnétique est par contre uniforme dans l'espace. Dans ce cas-là, le calcul du flux est assez simple, puisque comme B est uniforme sur la section de la spire et qu'il est orthogonal à la spire, pardonnez-moi, et bien dans ce cas-là, le flux est tout simplement, vous pouvez le vérifier très rapidement, le produit de B par la surface. Dans ce cas-là, si je calcule la force électromotrice induite, je dis que E égale moins dφ sur dt, c'est-à-dire encore moins S fois la dérivée temporelle du champ magnétique extérieur. Je peux dès à présent construire quelque chose qui sera fondamental, qui sera ce que l'on appellera le circuit électrique équivalent. Pour prendre en compte tous les phénomènes électriques, je peux dire que cette spire est équivalente à un circuit électrique comme voici, avec essentiellement, pour l'instant, un phénomène résistif et le phénomène d'induction extérieure à cause du champ magnétique B extérieur. Vous noterez un point, c'est que je respecte fondamentalement la convention d'orientation, c'est-à-dire que si B extérieur était orthogonal au plan de la feuille, ça veut donc dire que ce circuit-là est comparable à cette spire-là, et donc j'ai orienté le courant dans le même sens. Et puis en plus, vous noterez un point qui est très important, c'est que la force électromotrice qui a été construite depuis le départ, donc par la loi de Faraday, est orientée de telle sorte qu'elle soit étudiée en convention générateur. J'insiste sur ce point. C'est une force électromotrice étudiée en convention générateur, et donc dans ce cas-là, la flèche de E est dans le même sens que la flèche de l'intensité. Rappelez-vous au début de l'année que nous avons passé énormément de temps sur les questions de convention d'orientation. La convention n'est pas la valeur. La convention est un choix d'orientation. Je n'ai jamais dit si, pour l'instant, petit e est un nombre positif ou petit e est un nombre négatif, et je n'ai non plus pas affirmé si i était un nombre positif ou i était un nombre négatif. Tout cela est algébrique et nous permet en fait de traiter tous les cas possibles. Dans ce cas-là, l'application de la loi d'émail nous donne très rapidement que E égale RI avec E égale moins dB sur dt fois S. Vérifions la loi de Lenz. Finalement, il peut se passer essentiellement deux phénomènes. Premier phénomène, nous avons une augmentation du champ extérieur. Si le champ magnétique extérieur augmente, dans ce cas-là, dB sur dt est un nombre qui est positif. Dans ce cas-là, petit e est un nombre négatif. Petit e, petit i est un nombre aussi négatif puisque la résistance est un objet positif. Si l'on regarde maintenant le champ induit, tout se passe comme si le courant I était à l'origine d'un champ qui s'opposait au champ magnétique extérieur. Traduisons-le en meilleur français. Pour compenser l'augmentation du champ magnétique B extérieur, le circuit crée un champ magnétique B induit qui, sur la figure 4, sera vers le bas. Deuxième cas,
B extérieur diminue au cours du temps. Dans ce cas, petit e est un nombre positif, petit I est un nombre positif, et donc B induit est vers le haut. Traduisons-le en français. Pour compenser la baisse du champ magnétique extérieur et donc du flux magnétique extérieur, le circuit crée une FEM, et donc un courant, et ensuite un champ magnétique induit qui est vers le haut et qui va tenter de compenser la perte du champ magnétique extérieur. Dans les deux cas, l'effet, le champ induit, s'oppose à la cause qui était ici la variation temporelle du champ magnétique extérieur. Remarque anecdotique, les courants électriques qui apparaissent par suite des phénomènes d'induction de Neumann s'appellent les courants de Foucault. Nous verrons qu'ils sont par exemple à l'origine de ce qu'on appelle les freinages par courant de Foucault. Remarque évidente, si le champ magnétique extérieur ne varie pas dans le temps, il n'y a pas de phénomène d'induction de Neumann. Nous verrons par exemple qu'il n'existe pas de transformateur magnétique en régime permanent dans le temps. Poursuivons l'étude et essayons d'aller plus loin en introduisant la question du coefficient d'auto-induction. L'exemple précédent et le calcul précédent est absolument incomplet, puisque, certes, nous avons pris en compte le flux du champ magnétique extérieur, mais pourquoi ne pas prendre en compte le flux du champ magnétique induit? Eh bien, nous allons le faire maintenant. Nous allons dire qu'en réalité, lorsque nous étudions ces phénomènes-là, nous pouvons décortiquer le flux de deux manières différentes. On peut dire finalement qu'il y a dans ces problèmes-là d'abord deux champs magnétiques. Le champ magnétique extérieur, qui est le champ magnétique créé par un opérateur extérieur sur le circuit étudié, et puis le champ induit, qui est la réponse, qui est la conséquence de ces phénomènes d'induction. Et on dira donc qu'il y a un champ total, B total, qui est la somme du champ extérieur et du champ induit. Bien évidemment, si on calcule le flux de ce champ magnétique total, eh bien le flux de ce champ magnétique total va être la somme du flux extérieur et du flux propre. Ce n'est pas très compliqué à écrire. Le flux propre, on va lui donner un autre nom. On va dire que c'est le flux d'auto-induction, c'est-à-dire le flux qui est généré par le champ magnétique créé par le circuit lui-même. Dans ce cas-là, si on calcule la FEM totale, eh bien la FEM d'induction totale va valoir la somme de deux FEM, qui va être la FEM produit par la variation dans le temps du champ magnétique extérieur et la FEM produite par la variation dans le temps du champ magnétique créé par le circuit lui-même. Nous les appellerons bien évidemment FEM extérieur et FEM propre. On dira dans toute la suite, et on admettra ce résultat car il est inexigible, que le flux d'auto-induction, autrement appelé flux propre, eh bien, vaut toujours le produit du coefficient d'auto-induction grand L fois le courant induit. C'est une définition qui sera admise. Dimension et unité. Le coefficient d'auto-induction ou inductance propre, L, est homogène au produit de la perméabilité μ0 dans le vide par une longueur. Il s'exprime bien sûr en Henry. Dans le cas où le circuit est fixe et indéformable, on peut admettre que L est une constante. Alors j'ai oublié un point, pardonnez-moi, c'est qu'il y avait une justification hors programme qui permettait quand même d'avoir une information très importante. C'est que ce qu'on appelle le coefficient d'auto-induction, ça n'est rien d'autre qu'un facteur géométrique qui dépend de la forme de l'objet. Et donc par exemple, si on calcule le coefficient d'auto-induction d'une bobine, eh bien ça dépend de son rayon, de sa longueur, de la nature de l'enroulement et ainsi de suite. Donc c'est un facteur purement géométrique. Pardonnez-moi, je reviens. Si je prends maintenant la question d'un circuit qui ne peut pas se déformer, qui est fixe, eh bien forcément, ce facteur géométrique est constant dans le temps,
et donc vous avez un coefficient L qui est une constante, et donc vous avez que E propre, donc la FEM d'auto-induction, eh bien, vaut moins L d2i sur dt. Essayons maintenant de regarder quel est le véritable circuit euh, équivalent. Eh bien, en figure 5, je remarque que si je veux vraiment étudier le circuit équivalent, eh bien, je dois considérer l'ensemble des forces électromotrices qui apparaissent dans ce circuit. Donc en réalité, il y a la force électromotrice extérieure et la force électromotrice propre. Encore une fois, je les ai notées en convention générateur. Cependant, comme j'ai démontré que la force électromotrice propre d'auto-induction eh bien, vaut moins L d2i sur dt, tout se passe comme si je pouvais insérer dans le circuit eh bien, une petite bobine de coefficient L qui va représenter tous les phénomènes d'auto-induction au sein du circuit. Voilà ce qu'on appelle une bobine. Une bobine est simplement un élément qui est le siège d'un phénomène d'auto-induction. Vous remarquerez par contre que lorsqu'on écrit que la tension aux bornes d'une bobine vaut L d2i sur dt, cette fois-ci, très important, celle-ci est étudiée en convention récepteur. Alors, je ne l'ai pas écrit, mais je corrigerai cela dans quelques instants. On peut tout de suite écrire la loi des mailles, et cette loi des mailles s'écrira sous la forme E extérieur égale L d2i sur dt plus RI. Nous avons donc trouvé l'équation qui donnera l'évolution temporelle du courant induit au sein du circuit. Je prends juste des notes. L d2i sur dt, équation. Je poursuis. Couplage de deux circuits par induction. Un phénomène très important ici, c'est que lorsque l'on veut transmettre une information par induction, les circuits ne sont pas obligés de se toucher puisque le champ magnétique transporte une information. Ainsi, si je prends deux circuits électriques, figure 6, deux circuits électriques qui sont par exemple deux spires ou deux circuits que l'on utilise en TP, qui chacun ont leur propre générateur de tension. Donc c'est par exemple des générateurs de tension comme les GBF. Ceux-ci vont créer au sein du circuit, tout d'abord, des courants I1 et I2 qui seront aussi variables dans le temps. On va admettre que ces circuits, on connaît leur résistance R1 et R2. Mais comme en fait ces circuits créent chacun des courants, eh bien, ils créent aussi chacun des champs magnétiques. Et on pourra dire que le champ magnétique du premier circuit eh bien, va traverser le deuxième circuit, et donc il y aura un flux créé par le champ magnétique 1 sur le circuit 2, un flux créé par le champ magnétique 2 sur le circuit 1, ça sera des flux extérieurs, mais on pourra aussi dire qu'il y a un flux du champ magnétique créé par le circuit 1 à travers lui-même, ça sera un flux d'auto-induction et ainsi de suite. Écrivons les choses maintenant plus sérieusement. Nous avons un couplage magnétique entre les deux circuits. Si l'on dit que les deux circuits C1 et C2 sont couplés magnétiquement, c'est parce que si on étudie par exemple le contour C1, eh bien, il est traversé par un flux magnétique qui va être la somme de deux flux. Le flux du champ créé par lui-même à travers lui-même, donc le flux propre, le flux d'auto-induction, et le flux créé par le circuit 2 à travers le circuit 1, qui est donc un flux extérieur. De la même manière, pour le circuit 2, eh bien, il y aura aussi deux flux. Il y aura un flux total Φ2 qui sera la somme du flux d'auto-induction créé par le circuit 2 à travers lui-même et du flux extérieur du champ magnétique créé par le circuit 1 à travers le circuit 2. On pourrait tout à fait étudier cette chose-là d'un point de vue électromagnétique, mais ça sera assez compliqué. Il faudrait finalement orienter les contours, orienter chacun des deux contours, orienter les normales à ces contours et donc définir des vecteurs surface delta S1 et delta S2. Encore une fois, j'ai respecté la convention. On va simplement admettre un résultat qui est inexigible, dont la démonstration, pardonnez-moi, est inexigible, c'est que on va admettre
que tout se passe comme s'il y avait un coefficient qu'on appelle coefficient de mutuelle induction ou d'inductance mutuelle, grand M, qui dit que le flux du champ magnétique créé par le circuit 2 à travers le circuit 1 vaut MI2. J'insiste sur le fait que ça soit MI2. Je réexplique. Le flux du champ créé par le circuit 2 est naturellement proportionnel au courant I2. Il va envoyer un champ magnétique B2 à travers le circuit C1 et il y aura une proportionnalité donc assez naturelle entre le flux du champ magnétique créé par le circuit 2 à travers le circuit 1, entre ce flux-là et le champ et le flux et le courant I2. A l'inverse, le flux du champ magnétique créé par le circuit 1 à travers le circuit 2 est naturellement proportionnel à I1 avec un coefficient de proportionnalité qui vaut grand M. C'est le même coefficient, on admettra ce résultat. Pour faire simple, ce coefficient dépend de la géométrie des deux circuits et de leur disposition relative. Lorsque nous avons fait en TP une initiation au phénomène d'induction, nous avions constaté par exemple que si l'on rapprochait les deux bobines ou si l'on les éloignait, eh bien, le signal était plus ou moins intense. C'est ça qu'on est en train d'étudier. Allons plus loin. On va essayer maintenant d'étudier l'évolution respective de I1 et de I2. Pour cela, on pourra dire que ces deux circuits ont chacun d'entre eux des résistances, des coefficients d'auto-induction et un phénomène d'inductance mutuelle entre les deux. On va résumer cela en disant que tout se passe comme si, eh bien, il y avait le générateur de tension de départ, le générateur de tension de départ. Je vais juste corriger une faute, pardonnez-moi. Je la corrigerai sur le papier. Merde. Je continue, pardonnez-moi. Nous avons les générateurs de tension initiaux, donc les GBF, donc E1, E2. Nous avons le phénomène d'induction qui est matérialisé par E1, petit E1 et petit E2. J'ai essayé de respecter les notations. Donc ça, c'est la FEM d'induction pour le premier circuit, la FEM d'induction pour le deuxième circuit. Les phénomènes résistifs. Alors je vous rappelle que la FEM E1 contient deux choses. Elle contient l'auto-induction et l'induction extérieure. De la même manière, la FEM E2 contient l'auto-induction au sein de la deuxième spire et l'induction créée par la première spire. Allons plus loin. Je vais affirmer donc que si j'écris la loi d'émail, j'ai deux lois d'émail. E1 plus E2 égale R1 I1 et E2 plus E2 égale R2 plus I2. Je vais affirmer que pour E1, eh bien, il y a deux termes, un terme provenant de l'auto-induction et un terme provenant de l'induction mutuelle. Le terme provenant de l'auto-induction correspond à un flux qui vaut L1I1 et le terme provenant de l'induction mutuelle donne un terme qui est MI2. J'écris naturellement ce que vaut E1 et je vois que E1 vaut moins L1 D2I1 sur dt moins M D2I2 sur dt. De la même manière pour la tension E2. Finalement, les courants I1 et I2 vérifient les équations qui vous ont été données juste en dessous. Je les ai juste un peu réécrites. J'ai pris le temps, vous remarquez, d'écrire en bleu les derniers termes. Pourquoi ? Si ces termes n'étaient pas présents, par exemple si les circuits ne s'influençaient pas, eh bien on aurait deux équations parfaitement séparées qui seraient résolvables très facilement. Bon. Maintenant, ces deux termes existent. Et vous remarquez que ces deux termes existent font que les équations différentielles ne sont plus indépendantes, elles sont couplées. C'est-à-dire que la variation du courant dans le premier circuit influence la variation du courant dans le deuxième circuit réciproquement. C'est ce qu'on appelle bien sûr les phénomènes de couplage. Et ici, c'est simplement un couplage magnétique. Pour illustrer ce couplage magnétique, il arrive très souvent dans la littérature technique eh bien, que l'on représente cela comme dans la figure 9, en disant que finalement, si on résume les choses, au sein du premier circuit, il y a un générateur de tension, un GBF,
une résistance R1, un phénomène d'auto-induction euh, qui est matérialisé par la bobine L1, et puis un phénomène d'induction extérieure avec la mutuelle grand M. Et pareil pour le deuxième circuit. Allons plus loin. Vous verrez en deuxième année que dès qu'il existe un champ dans l'espace, il existe de l'énergie. Je vous laisse lire la partie correspondante, elle sera étudiée plus en détail l'année prochaine. Cependant, on va simplement admettre un résultat qui est le suivant, c'est que si un circuit électrique possède un coefficient d'auto-induction grand L, et que ce circuit électrique est traversé par un courant grand I, et bien dans ce cas-là, l'énergie magnétique qui est stockée dans le circuit vaut 1/2 de Li carré. 1/2 de Li carré. C'est une expression que nous avions déjà vue auparavant. Remarque anecdotique, le coefficient grand L est forcément un coefficient positif. Je donne quelques aspects de la démonstration hors programme, un peu plus loin. Bilan énergétique. J'aimerais en fait faire un bilan d'abord de puissance, puis éventuellement d'énergie à ces phénomènes-là. On part des lois d'émail précédentes, et on va toutes les deux les multiplier par le courant correspondant. J'obtiens très naturellement E1I1 égale R1I1 carré plus L D2I1 sur dt I1 plus M D2I2 sur dt I1. Pareil pour la deuxième équation. Alors, si je fais la somme de ces deux équations, j'obtiens cette très grosse équation qui est là. Alors, vous voyez apparaître à chaque fois des coefficients 1/2. Vous pouvez vérifier que ça marche assez bien, puisque par exemple, la dérivée de 1/2 de Li carré, c'est bien 1/2 fois 2 fois L fois I fois DI sur dt. Je vous laisse l'écrire sur votre feuille, c'est pas très compliqué. Analysons proprement le sens physique de chacun des termes. Vous devez absolument être précis sur les termes. Le premier terme, c'est bien évidemment la puissance algébriquement fournie à l'instant T par le premier générateur basse fréquence. Le deuxième terme, c'est la puissance algébriquement fournie par le deuxième générateur au sein du deuxième circuit à l'instant T. Le terme R1 carré est bien sûr, à l'instant T, la puissance dissipée par effet Joule. Puissance, encore une fois, dissipée par effet Joule par le second terme. Enfin, il apparaît la dérivée temporelle de toute une grosse parenthèse. L'ensemble est homogène à une puissance, mais ce qui est à l'intérieur de la parenthèse est homogène à une énergie, puisque globalement, une puissance, c'est la dérivée d'une énergie temporelle. Et c'est très simple, cette parenthèse représente l'ensemble de l'énergie magnétique stockée à l'instant T dans l'espace. Et vous remarquez que cette énergie est stockée de trois manières. Par auto-induction dans le premier circuit, par auto-induction dans le deuxième circuit, et par mutuelle inductance entre les deux circuits. Remarque hors programme, je vais directement à ce qui m'intéresse, le couplage. Pour matérialiser le couplage, on pourrait construire une grandeur qui s'appelle petit k, qui est la constante de couplage, ou coefficient de couplage, qui est le rapport entre le module de M et la racine de L1 et L2. Sans rentrer dans les détails, puisque c'est totalement hors programme, eh bien, K est entre 0 et 1. Vocabulaire assez simple. Si K était égal à 0, c'est qu'en réalité, les deux circuits ne sont pas couplés. On dit que le couplage est faible ou lâche. Si K égale à 1, c'est que les circuits sont très couplés. Le couplage est fort et serré. C'est ce qui se passera par exemple avec un transformateur. Pour illustrer le plus ou moins fort couplage, on pourrait dire simplement que les lignes de champ créées par le premier circuit ne passent pas forcément à travers le deuxième circuit. C'est ce que j'ai illustré en figure 10. Une situation en fait d'un couplage faible, c'est une situation où, bien que le circuit 1 crée un champ magnétique, les lignes de champ de celui-ci ne passent pas, ne traversent pas le deuxième circuit, ne créant ainsi pas de flux. A l'inverse, si on arrivait
à faire en sorte que toutes les lignes de champ du premier circuit traversent le deuxième circuit, et bien dans ce cas-là, on obtient ce qu'on appelle un couplage fort. Pour finir, dans ce chapitre, et nous passerons beaucoup plus de temps, je pense, sur les exercices qui sont plus importants, je vais vous donner simplement à titre culturel quelques applications simples des phénomènes d'induction. Le premier phénomène auquel on peut penser, c'est la question d'un four à induction. Dans un four à induction, vous avez un champ magnétique variable dans le temps, généralement un champ magnétique tournant, euh, qui va créer au sein d'une plaque métallique eh bien, un courant induit. Ce courant induit va être à l'origine d'un effet Joule, et cet effet Joule va chauffer la poêle ou la casserole qui contient vos aliments. Autre application très connue, la question de l'alternateur. Alors l'alternateur, c'est ce qu'on avait souvent dans les anciennes bicyclettes et qui permettait d'alimenter eh bien, la lampe. Si l'on fait tourner un aimant solidaire d'un rotor à l'intérieur d'une zone, je me reprends, pardonnez-moi, j'ai perdu le fil de mes idées. Si l'on fait tourner un aimant donc, qui est dans un rotor, donc rotor c'est une pièce mécanique mobile à l'intérieur d'un moteur. Si l'on fait tourner un rotor dans un bobinage qui lui est fixe et souvent appelé le stator, et bien dans ce cas-là, il se crée des courants induits au sein du stator. Vous avez créé un alternateur, c'est-à-dire que vous imaginez que le rotor est relié à votre roue, la roue met en rotation l'aimant qui va tourner à l'intérieur du stator du bobinage et vous allez pouvoir alimenter avec le courant induit eh bien, votre petite lampe. Dernier exemple fameux, la question du transformateur. Le transformateur est un élément qui est fondamental dès que l'on veut transporter le courant et le transformer en sortie par exemple d'une centrale nucléaire ou même d'une centrale électrique normale. On va simplement dire que, retenons l'idée, et elle sera étudiée beaucoup plus en détail en PSI, quand vous avez deux circuits électriques, un premier qu'on va appeler le primaire, un second qu'on va appeler le secondaire. Le premier circuit est traversé par un courant I1 et soumis à une tension U1. Et pour s'assurer que l'ensemble des lignes de champ magnétique créées par le premier circuit traversent intégralement le deuxième circuit, eh bien on va mettre un gros aimant entre les deux. C'est cette partie ici qui est marquée noyau. Noyau, ça veut simplement dire noyau ferromagnétique, c'est un gros aimant. Pour faire simple, la présence de l'aimant va jouer le rôle de guide des lignes de champ magnétique, c'est-à-dire que les lignes de champ magnétique vont rester au sein de l'aimant et vont alors traverser intégralement le deuxième circuit. Ça permet d'assurer un couplage très fort entre le premier circuit et le second circuit. On peut démontrer que, moyennant un certain nombre d'approximations, eh bien, le rapport entre la tension au primaire et la tension au secondaire est dans le rapport du nombre de spires au primaire et du nombre de spires au secondaire. Auquel cas, si on appelle N1 et N2 le nombre de spires au primaire et le nombre de spires au secondaire, en jouant sur le rapport N1-N2, on peut faire en sorte que la tension U1 soit plus ou moins grande que la tension U2. Auquel cas, on peut construire ce qu'on appelle des transformateurs abaisseurs de tension et des transformateurs élévateurs de tension. Voilà, nous avons terminé avec cette leçon. Si le format vous a convenu, j'essaierai de faire la même chose pour les autres chapitres. Je vous remercie et je vous laisse réétudier ça au calme. Merci.